Les océans couvrent les 2/3 de la surface de notre planète, mais ils ne sont pas en bonne santé. Surexploitation, pollution ou encore surpêche. Ils représentent pourtant l'un des piliers de l'économie mondiale à protéger d'urgence. Quelques jours après la première conférence mondiale sur les océans, au siège de l'ONU, nous recevons Serge Segura, ambassadeur de la France chargé des océans, et Patricia Ricard, présidente de l'Institut océanographique. Paul Ricard, bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Vous rentrez tout juste de New York, donc aux États-Unis, où vous avez participé à cette première conférence dédiée à nos océans. Serge Segura, qu'est-ce qui est ressorti au juste de ce rendez-vous ? D'abord une prise de conscience importante. Je n'en avais pas conscience moi-même au début, le lundi à l'ouverture, et puis quand on a vu la foule qui s'est massée dans les différents side events, dans les réunions plénières, plus de 8 000 à 10 000 personnes, ce qui est énorme dans le centre des Nations Unies à New York. Donc une prise de conscience qu'il existe une communauté des océans, un petit peu de la même manière que la prise de conscience qui a eu lieu lors de la COP21 à Paris sur le climat. La communauté du climat est née à ce moment-là, et on sait quelle est son efficacité depuis. Là, vraiment, c'est l'acte de naissance d'une communauté des océans. Et vous, que retenez-vous de ce rendez-vous ? Alors, moi, je retiens de ce rendez-vous la nécessité de travailler ensemble, de collaborer. L'océan est quelque chose qui va vraiment nous réunir. D'abord, c'est un bien commun. Chaque activité humaine sur cette planète a un impact direct sur l'océan, et nous sommes tous tributaires des services écosystémiques remarquables de l'océan. Une respiration sur deux, la captation du carbone, le stockage de la chaleur excessive, etc. Et nous ne pourrons préserver ces écosystèmes et surtout ces bienfaits que l'océan apporte aux sociétés humaines qu'en travaillant ensemble, interdisciplinaires, entre différents pays, public, privé, voilà, ça va nous obliger à faire autrement, à travailler autrement, et je pense que c'est un message d'espoir. Alors, vous avez coutume de dire qu'il y a des avancées comme les aires marines protégées, mais qu'il reste beaucoup de travail à faire, parce qu'en fait, on reste des prédateurs, les humains, pour les océans. C'est-à-dire que si vous regardez un peu l'histoire de l'évolution humaine, la pêche est probablement le seul vestige de l'époque où on était chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. C'est-à-dire qu'on continue à prendre sans cesse dans cet océan. Et aujourd'hui, on sait que la biomasse, l'océan vivant, a d'autres rôles que celui de nourrir les hommes, notamment c'est celui de produire de l'oxygène et de maintenir ces services un peu écosystémiques. C'est un petit peu en fait comme si la planète Terre était un vaisseau spatial, et que l'océan particulièrement et les écosystèmes d'une façon générale étaient l'équipage. Voilà. Et nous serions des passagers qui en fait grignoteraient l'équipage. Ce qui peut être sympathique, mais à terme ça ne va pas très loin. Donc il faut qu'on apprenne à gérer la pêche. La mer est très productive, mais il faut qu'on y mette un peu plus de sagesse, un peu plus de compétences et beaucoup plus de science. Alors, outre la surpêche, quels sont les dangers qui menacent nos océans aujourd'hui, Serge Segura ? Il y en a beaucoup. Il y a les pollutions de toutes sortes, en particulier la pollution plastique. C'est un phénomène dont on n'avait pas conscience il y a 10 ans, ou très peu conscience, sauf quelques scientifiques. Avec ce fameux continent, gigantesque continent. Oui, c'est ce qu'on dit, mais à la limite, ce qui est plus dangereux, c'est ce qu'on ne voit pas. Les microplastiques qu'ingèrent les poissons, que nous mangeons ensuite. Donc tout ça est particulièrement préoccupant. L'acidification, à cause du changement climatique et de la trop grande production de gaz carbonique, l'acidification, elle est patente aujourd'hui, et elle commence à poser des problèmes à certains types d'animaux, et même aux productions ostréicoles ou aux mytiliculteurs. Et il y a vraiment beaucoup de dangers qui menacent les océans aujourd'hui. Alors parlons des solutions justement. Patricia Ricard, c'est quoi au juste les aires marines protégées ? Est-ce qu'elles existent déjà ? Alors elles existent déjà. La France est un grand animateur des aires marines protégées. Une aire marine protégée, c'est une surface dédiée avec un écosystème remarquable qui va être suivi, qui va être protégé, dans lequel les activités vont être réglementées, et on pourrait appeler ça une réserve, donc, pour que les gens comprennent un petit peu. Si on prend l'exemple du parc national de Port-Cros, qui peut être assimilé à une aire marine protégée, lorsqu'il a été créé en 1963, il restait 4 mérous, et au dernier comptage, il y en a plus de 700. C'est-à-dire qu'il y a un effet réserve qui permet de tout simplement laisser un espace et du temps à la nature, aux écosystèmes, pour remettre en route ce qu'on appelle la résilience. La nature est très forte, encore faut-il lui laisser juste le temps et l'espace, et être sûr que les nuisances et pollutions les plus évidentes et les plus habituelles soient épargnées à cet endroit-là, et la nature revient. Donc ça, c'est vraiment un message d'espoir. Nous, on travaille beaucoup à l'Institut océanographique Paul Ricard sur la restauration des écosystèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'en est plus il faut sensibiliser les gens à la pollution, mais il faut vraiment expliquer les solutions et dire que ce n'est pas une fatalité. Dans certains cas, et dans beaucoup de cas, avec des solutions fondées sur la nature, nous pouvons restaurer des écosystèmes, nous pouvons ramener la résilience, nous pouvons ramener la vie, et c'est un message qu'il faut faire passer, car il est encore temps. Il est encore temps.
concrètement, d'autres solutions, on imagine que vous en avez quelques-unes. S'il y a une priorité, quelle serait-elle? Patricia Ricard a parlé de la collaboration. Et ça, vraiment, à l'échelon international, c'est essentiel. Parce qu'il y a quand même un grand nombre de pays en développement qui n'ont pas les moyens scientifiques, techniques, de faire face à leurs obligations. Les obligations auxquelles ils se sont engagés par un certain nombre d'accords, de traités ou par l'appel à l'action qui est ressorti de cette conférence. Et nous, États développés, nous avons une responsabilité et nous devons les aider à se former, nous devons les aider en transférant de la technologie pour qu'ils soient capables de travailler à la restauration des océans. Juste, c'était à New York, alors bien entendu, siège des Nations Unies, mais c'était dans un contexte particulier. Cette conférence est tenue quelques jours après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, décision prise par Donald Trump. Est-ce que c'était évoqué? Est-ce que la France faisait du coup figure de modèle? On sait que vous avez été applaudi lors de votre discours de clôture. Oui, c'est le discours français qui a été applaudi. Mais oui, effectivement, ça a été extrêmement présent parce que un grand nombre d'États du Pacifique, les petites îles en développement du Pacifique, comme on les appelle aux Nations Unies, étaient présentes à très haut niveau et sont venus nous expliquer, nous raconter les dangers qu'elles courent. Certaines îles ont d'ailleurs déjà disparu. Hein. Oui, voilà, oui, dans certains pays comme la Micronésie, Kiribati, les îles disparaissent déjà. Voilà. Donc là, ce sont des récits souvent dramatiques pour lesquels on a peu de solutions. Hein. Les migrants climatiques, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Et donc cette conférence venant quelques jours après la déclaration américaine, il était évident que beaucoup de délégations, et la quasi-totalité des délégations, ont fait référence à l'accord de Paris, à son importance, à la nécessité de l'appliquer totalement. Et la France, évidemment, l'a dit, l'a redit. Et d'ailleurs, la France, la deuxième surface maritime au monde. Hein. Oui, c'est peut-être aussi ce qui explique son engagement. 11 millions de kilomètres carrés sous juridiction, on va dire. Hein. Ouais. Et donc, c'est à la fois une chance, mais c'est aussi une très forte responsabilité, parce que nous devons assurer le bon état écologique de cette zone. Et on sait que le nouveau président français, Emmanuel Macron, est monté au créneau après cette décision de Donald Trump, avec son fameux message adressé notamment au peuple américain, mais pas seulement, on le réécoute. Je prends note de la décision du président américain de se désengager de l'accord de Paris sur le climat. Je respecte cette décision souveraine, mais je la regrette. Et je considère qu'il commet là une erreur pour les intérêts de son pays et de son peuple, et une faute pour l'avenir de notre planète. Voilà, Make Our Planet Great Again, avait-il dit Emmanuel Macron. Rendons sa grandeur à notre planète. Pour vous, ce serait plutôt rendre à notre océan sa propreté, le rendre à nouveau propre? C'est pas tant le fait de la propreté, bien sûr. Je crois qu'il faut vraiment que les gens comprennent que tout est lié et que lorsqu'on parle de sauver l'océan, ça veut dire tout simplement faire ses engagements carbone. Quand vous mettez le moteur de votre voiture, vous avez un impact sur l'océan. En fait, le surplus de carbone va acidifier l'océan et va rendre la vie, va mettre la vie en péril. Il faut comprendre qu'on est vraiment sur une planète vivante et que c'est parce qu'elle est vivante qu'on a de l'oxygène, des fruits, une météo clémente, etc. Donc nous, notre mission sur Terre, si on veut vraiment rester confortablement dans notre espèce humaine, il faut absolument prendre soin de la vie, de la biodiversité, parce que c'est grâce à elle que nous avons cette vie-là. Et il faut surtout aussi comprendre que chacun a un impact. C'est-à-dire que vous rentrez le matin dans votre salle de bain, vous en sortez, vous avez déjà eu une conversation avec l'océan. Même si vous n'habitez pas au bord de l'eau, à partir du moment où vous utilisez l'eau, par le biais du chemin de l'eau, vous allez avoir un impact sur l'océan. Donc c'est peut-être ça le nouveau changement de paradigme, c'est de dire au moment où on croyait que la planète était finie, on découvre que finalement les 2/3 de cette planète sont peut-être quelque chose qu'on doit vraiment apprendre. Et là, je lance vraiment un message solennel. Il faut absolument que la science et la biologie, plus particulièrement les sciences du vivant, deviennent vraiment la nouvelle coqueluche. Par exemple, les entreprises font pas assez de mécénat en faveur des scientifiques. Tout le monde trouve normal qu'une entreprise s'intéresse à un artiste, mais aujourd'hui, on a besoin de la créativité des scientifiques pour trouver des solutions inspirées par la nature pour nous amener sur le bon chemin. Donc, je vous en supplie que toutes les entreprises s'intéressent un petit peu à cette biodiversité qui est un bien commun de l'humanité exceptionnel. Alors, récemment, vous avez lancé un appel au nouveau ministre français de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, pour lui dire de ne pas oublier les océans. Vous avez confiance dans... Oui, bien sûr que j'ai confiance. C'est un signal fort et puis c'est une compétence extraordinaire. Mais moi, je voudrais juste que effectivement, on comprenne qu'au bout de l'océan, il y a toutes les solutions. C'est-à-dire que l'océan est le réceptacle ultime de nos décisions, de nos actions, de nos pollutions, de nos efforts. Et il faut absolument intégrer. Imaginez tout simplement qu'un jour, nous fabriquions tous les produits qui seraient fabriqués par les hommes et une petite pastille bleue avec marqué Sea Friendly dessus. Nous aurions déjà fait un énorme pas. Voilà, il faut juste être conscient que l'océan est la machine qui nous veut du bien et que nous devons juste tous les jours
jours penser à l'impact final de nos actions, c'est l'océan. Et que finalement, c'est un cercle vertueux qu'on peut mettre en place et qu'il y a beaucoup d'opportunités économiques au bout en plus. Être l'ami des océans, si friendly, je me tourne vers vous, Serge Segura. L'accord de Paris sur le climat, très honnêtement, protège-t-il assez ces océans? Forcément, quand on parle de baisser la température et le réchauffement climatique, oui, mais au-delà? Disons que c'est une impulsion. Il fallait cette première impulsion. Il aurait été difficile d'imaginer un accord aussi important qui ne mentionne pas les océans. À partir du moment où les océans ont été mentionnés dans l'accord de Paris, et c'était la volonté française, il y a toute une série de conséquences. Et la réunion, le fait qu'on ait un objectif de développement durable qui porte sur les océans, qui est l'objectif 14, est une avancée énorme. Et cette conférence avait pour objet de voir les recettes pour mettre en œuvre cet objectif. Donc là, c'est un lien. Toutes ces conférences ont un lien entre elles et les océans sont maintenant sont devenus un élément essentiel de la vie internationale. Et ça, c'était important. Il y a un autre danger dont on n'a pas parlé, c'est celui des forages. Sans cesse, on découvre des gisements gaziers, des gisements de pétrole. Là encore, est-ce qu'il est possible d'améliorer la législation ? Alors, il est toujours possible d'améliorer la législation, la technique, la science permettent également de trouver de nouvelles méthodes, mais il ne faut pas non plus dramatiser. L'océan doit être également une source de richesse pour l'humanité. Il y a des gens qui se nourrissent à partir de l'océan, il y a des gens qui gagnent leur vie à partir de l'océan. On ne va pas transformer les océans en aquarium. Il y a des gens qui doivent en vivre. Et donc, c'est un équilibre à trouver. Nous avons fait pencher trop facilement la balance au détriment des océans. Il faut rééquilibrer. Les forages, je peux vous assurer que les grandes entreprises, des entreprises françaises en particulier, sont très conscientes de ça et qu'elles utilisent des méthodes qui sont très protectrices de l'environnement. On ne peut plus travailler aujourd'hui dans le milieu océanique comme on le faisait il y a 10 ans. Dieu merci. Vous parliez du mécénat tout à l'heure. Est-ce que vous êtes soutenu par des personnalités, notamment des artistes, des acteurs? On sait que Leonardo DiCaprio peut-être il y a de plus en plus de personnalités, surtout anglo-saxonnes, qui rejoignent l'océan. Je pense à Ellen MacArthur, je pense à Leonardo DiCaprio. Moi, j'espère seulement qu'en fait, la star, c'est la science. Et il faudrait rendre cette science appétante. Au début du XXe siècle, ou même du XIXe, il y avait un goût pour la nature, pour la découverte, pour l'exploration. Voilà. Et je pense que c'est cette... C'est vrai qu'on est souvent fasciné par l'espace, voilà. Or les océans... l'océan, c'est un nouvel espace, sauf qu'il y a des gens merveilleux qui habitent dedans. Là, on voit des cachalots derrière vous. Il y a une des vie espèces extraordinaire. Qu'on ne connaît pas, il ne faut pas oublier que la vie a 3,8 milliards d'années, mais dont 3,4 au fond de l'eau. C'est-à-dire que la vie sur Terre, c'est très, très, très récent par rapport aux océans. Et toutes les espèces au fond des océans ont des aptitudes et des capacités exceptionnelles. Et je crois que là, c'est vraiment un champ de possibles, de solutions pour le futur. Et il faut juste, moi aussi, je voudrais attirer l'attention sur le fait que dans l'imaginaire des gens, l'océan, ça commence un petit peu au large, là où c'est profond, là où c'est grand bleu. Loin. Et en fait, la vie, elle est entre les 0 et 30 mètres le long des côtes. C'est-à-dire qu'en fait, la vie marine, elle vit tout près de la vie humaine. Et il faut vraiment qu'on apprenne un petit peu à faire attention à cet endroit-là très précieux qu'est le littoral. Et nous, à l'Institut Paul Ricard, on a 50 ans de retour d'expérience et les solutions existent. Voilà. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Peut-être une question plus personnelle. D'où vient cette fascination? Vous sentez passionné par les océans? J'ai eu la chance, moi, d'être élevée par un grand-père et une famille très proche de l'eau et un grand-père formidable qui avait créé cet Institut Paul Ricard en 1966. Et quand j'étais enfant, je me souviens de 2 phrases. La première, c'est Alain Bombard qui m'expliquait qu'il y avait probablement un peu de pipi de dinosaure dans mon verre d'eau. Je peux vous assurer que quand on vous dit ça à 5-6 ans, vous n'oubliez jamais le cycle de l'eau. Hein, vous comprenez que ça tourne. Et puis un jour, j'ai demandé ce qu'était la pollution et il m'a fait cette réponse toute simple que je partage très volontiers. Il me dit, Patricia, la pollution, c'est simple. C'est ce que l'homme fabrique et que la nature ne sait pas défaire. On aurait cette phrase en tête à chaque fois qu'on fait quelque chose. Et si en plus on se souvient que cette chose-là va finir dans l'eau à un moment ou à un autre, on a déjà un grand début de solution pour refaire le puzzle un peu plus joli. Merci beaucoup Patricia Ricard. Merci également Serge Segura d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde pour parler donc de la préservation des océans.